Exactement ça, c'est beaucoup de stress, parce que d'un coup, on a un afflux important de chiens provenant de l'extérieur pour X raisons. Là, on a eu des cas de morsure, on a eu de la divagation, bon bref. Hein, et sauf que ça s'est concentré en peu de temps, d'où en fait l'urgence adoption. Alors habituellement, on essaye d'éviter le mot urgence en fait. Nous, on a une communication hyper bienveillante, hyper positive, pour faciliter déjà le geste de l'adoption. On ne veut pas culpabiliser les gens, hein. C'est pas notre propos, mais là, quand on n'a pas le choix et qu'on manque de place, là on passe en mode urgence adoption, et c'est vrai que c'est ultra stressant parce que je parlais notamment de Candy, hein, qui est notre chargée de mission. Elle veut tout faire pour les faire sortir. Donc là on accélère en fait tout ce qu'on fait habituellement, hein, en termes d'échange avec les gens. On est encore plus présent sur les réseaux sociaux. On invite encore plus généreusement les gens à venir nous rendre visite. Et on va assez loin, hein, dans les échanges qu'on a. Et des fois, c'est pas évident. Là, on a des chiens qui devaient partir. Finalement, comme on travaille quand même en collaboration avec les associations, il faut qu'on tienne compte aussi de leur avis. Et elles mettent Alors, elles savent qu'on est en urgence, mais elles ont aussi leurs contraintes. Et elles ont raison d'avoir ces contraintes, hein. C'est-à-dire qu'on ne sort pas un chien comme ça, au hasard. Il faut aussi garantir que le chien puisse être bien dans la famille qui va l'accueillir. Et donc c'est bien aussi d'avoir cette contradiction en fait, hein. Et nous c'est tendu parce qu'on a cette contradiction, on veut sortir, mais voilà. Donc il faut qu'on en tienne compte. On essaie de le faire au maximum et il faut être patient en fait. Voilà. Et il faut croiser les doigts pour que les chiens puissent sortir. Ouais, donc c'est un moment stressant, ouais. Et on est en mode stress en ce moment. Voilà. Nous, dans notre idée aussi, c'est de montrer que, en fait, peu importe les chiens, parce que finalement, ils viennent de la rue, hein, en fait, il y a... Et ça, je l'ai appris notamment avec Sylvia de l'association Dog Help Treaty. J'ai visité son lieu de vie, c'est un lieu extraordinaire. Moi, je t'invite vraiment à aller la voir. Elle a très peu de moyens et pourtant, elle gère une 50aine de chiens. Et la première fois que j'y suis allé, en fait, je pensais me repérer aux aboiements et en fait, j'en ai pas entendu dans sa petite vallée. J'ai demandé aux gens qui se baladaient là et ils me disent, c'est juste là. Pas un aboiement, j'ai halluciné. Hein. Et quand je suis rentré dans sa propriété, il y avait 50 chiens. Et elle avait organisé la vie des chiens. Alors c'est pas, on va dire, un chenil au sens réglementaire, mais c'est un bel endroit où les chiens en fait sont gérés en fonction de leurs problématiques, de leur, on va dire, de leur accointance. Voilà. Ce que j'ai appris en fait en allant lui rendre visite, c'est que tout chien en fait a le droit à une deuxième chance. C'est ça la grande leçon. Et j'ai halluciné parce que du coup elle me montrait des chiens qui avaient agressé des gens, des pitbulls notamment, hein, qui étaient là comme de gentils toutous sur son lit. Une quinzaine de chiens autour de moi, elle m'a fait asseoir sur le lit, alors ça je savais pas, elle m'a dit après que c'était un test. Elle dit tu t'assois sur le lit et puis j'ai plein de chiens autour de moi, une quinzaine, et au bout d'un moment elle fait bon t'as passé le test. Je fais ah bon c'était quoi le test? Je dis il t'aime bien, a priori ça se passe bien, donc on peut continuer à discuter. Mais ouais, c'est vraiment la grande leçon que j'ai apprise avec Sylvia. Et du coup, moi j'ai utilisé ici. Je me dis, ils ont le droit à une deuxième chance. Et c'est vrai que peu importe le chien. Alors malheureusement, nous on ne peut pas les garder quand même des années comme elle le fait, hein. Alors ça aussi c'est un autre élément qui est très important. Si on veut bien gérer nos animaux, il faut des refuges, à peu près dans les normes, pour pouvoir compléter le dispositif qu'on est en train de mettre en place pour gérer nos animaux en fait, hein. Et ça aussi c'est quelque chose que j'avais proposé aux élus au départ. Ils m'ont dit mais on ne va quand même pas aider les associations. Je suis si. Voilà. Alors maintenant ça y est, ça devient évident, hein. Mais c'est vrai qu'au départ ça l'était pas. Il faut vraiment qu'on donne un coup de main à nos associations. Il faut qu'elles aient des refuges où elles puissent bien gérer leurs chiens en fait. Il faut qu'on injecte de l'argent dans les associations ou leur mettre à disposition un terrain. En tout cas il faut vraiment les aider. Parce que nous, voilà, on a une fonction particulière, hein, qu'on va préciser au cours de cette interview. On fait un peu aussi refuge, mais on est une fourrière avant tout. Si on pouvait avoir un refuge pour pouvoir basculer nos chiens une fois qu'ils ont passé le délai réglementaire de recherche de propriétaire, on le ferait volontiers, mais on n'a pas cette possibilité. Mais il faudrait qu'on puisse avoir cette possibilité, de façon à ce qu'on puisse gérer plus de chiens qui posent problème en fait dans la rue, hein. Là on a des chiens très méfiants, hein, mais si on se donne le temps, et je l'ai vu chez Sylvia en fait, c'est pour ça que je peux le dire, en fait ils peuvent se re-sociabiliser et avoir confiance encore une fois en l'homme, hein. C'est l'homme qui pose problème en fait, hein. Quand je disais au départ s'il faut bien traiter son animal domestique à la maison, le problème c'est l'homme, c'est pas l'animal. Si tu le traites bien, lui il pose pas de problème en fait le chien.
Bon, après, comme chez les humains, il y a des chiens qui ont des vrais problèmes psychologiques, etc. Hein. Mais la majeure partie d'entre eux, ils sont normaux. C'est juste le fait qu'on les traite pas bien, qu'ils se comportent de la manière dont ils se comportent, qu'ils courent après les vélos, qu'ils agressent les gens. Ben, ils ont faim, ils sont pas bien. Je veux dire, c'est normal, ils pètent un câble, hein, les chiens aussi dans la rue. Mais ils méritent une deuxième chance. Et donc tout le travail qu'on fait aujourd'hui, ben, justement de soins, de bientraitance, d'éducation, c'est pour leur donner cette deuxième chance en fait. Voilà. Et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens, c'est qu'ils méritent une deuxième chance. Alors nous, c'est pas nous qui retirons, hein. On est une simple fourrière. Voilà. Il y a, les communes ont gardé la prérogative de la capture, hein, des animaux sur leur territoire. Donc que ce soit Punavia ou Paria, hein, toutes les deux font appel à un prestataire. Hein. Donc au besoin, c'est-à-dire que dans tel parking de magasin, il y a des chiens qui importunent les clients, des fois qui sont limite agressifs, ce qui est une réalité, hein, notamment en période de chaleur, etc., ou quand ils sont en meute. Donc ça pose un souci de sécurité pour les administrés de nos deux communes. Donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'en général, la police municipale, c'est souvent suite à des coups de fil, des plaintes, constate et ensuite font intervenir leurs prestataires qui retirent les chiens en fait du lieu de fréquentation publique pour éviter que ça n'aille plus loin en fait. Hein. Plus loin, ça va être la morsure, hein, ou même le fait que les gens se sentent en insécurité, c'est beaucoup. Il faut se sentir bien partout. Hein. Donc, ne serait-ce que ça. Si on ne se sent pas bien dans un quartier, sur un parking de magasin, c'est pas terrible. Donc la police est là pour garantir cette sécurité. Une fois que les chiens sont capturés, nous, on les accueille. Et c'est là qu'on gère tout le reste. Hein. Mais effectivement, une fourrière, en fait, c'est le lieu de détention, hein, tel que c'est écrit dans les textes, des chiens en fait qu'on a retirés des voies publiques. Alors pourquoi on les retire? C'est ce que tu disais, en fait, c'est parce que ils peuvent être une gêne, ne serait-ce que pour la circulation routière. Il faut savoir que, grosso modo, il y a 50% d'accidents de deux roues qui sont dus à la divagation de chiens. Chiens qui traversent la route, un chemin, voilà, 50%, c'est énorme. Donc on ne peut pas les laisser divaguer dans la rue. Tous nos gamins sont confrontés tous les jours à des chiens dans leur chemin. Ils se sentent pas bien. Moi, c'est le cas de mes enfants. Hein. Et donc ça, il faut pouvoir gérer ça. Mais on parlera après, parce qu'il y a d'autres manières de gérer le problème. Mais le fait qu'un chien se balade dans la rue, c'est pas normal. Il faut être là. C'est-à-dire que le propriétaire, il doit être présent. Et c'est le sens aussi des textes. Hein. Un chien, en fait, tu peux pas le laisser divaguer. Il faut que toujours qu'il soit sur ta surveillance en tant que propriétaire. Tu en es responsable, en fait. Et il y a une vraie responsabilité. Il y a beaucoup de propriétaires de chiens qui se font condamner parce que il se passe des choses avec leurs animaux, des accidents de la route, etc. Ou des morsures. Et donc, à partir du moment où tu as un animal, tu en es responsable jusqu'à sa mort, en fait. Et y compris quand il est dans la rue. Et donc, pour en finir, c'est sur la définition de la fourrière. Donc nous, on est là pour garder. On ne parle pas de bien-être, etc., hein, mais on est là pour garder. Nous, on est amoureux des animaux, donc on est tout de suite allé sur le bien-être animal. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'on respecte juste la loi. La loi garantit en fait des droits aux animaux. Hein, ce sont des êtres doués de sensibilité maintenant. Et donc, quand on m'oppose à vous faites comme vous êtes un refuge, je dis non, c'est juste, on respecte la loi. Point. Dans la loi, en fait, on doit garantir un minimum. Alors, nous, on l'a traduit, on a repris les éléments des piliers du bien-être animal, mais en fait, quand tu lis la loi sur la condition animale, on reprend en fait tous ces éléments-là. Alors, nous, on rajoute d'autres éléments parce qu'on va un peu plus loin que la réglementation stricto sensu, hein, mais on fait que respecter la loi en bien traitant nos animaux, tout simplement. Voilà. Comme ça, je repousse loin tous les détracteurs en fait de « Ah, vous êtes un refuge, machin ». Je dis « Pourquoi pas, hein, mais on est une fourrière, mais on fait notre boulot. » Point. Ça veut dire qu'en fait, toutes les fourrières doivent être sur ce modèle-là, en fait, tout simplement. Là, je suis beaucoup l'actualité de ce qui se passe en France et je suis atterré de la manière dont les fourrières traitent leurs animaux. Pour le coup, elles ne respectent pas la loi. Moi, c'était ma grande surprise quand j'ai visité la première fois la fourrière de Haroué. Passer les 5 minutes où ils sont contents de voir quelqu'un là,
qui passe, et en fait, comme toi, j'ai halluciné. Je dis, waouh, en fait, c'est calme. Effectivement, quand tu traites bien un animal, il n'a aucune raison de se plaindre. Voilà. Après, on a des chiens aboyeurs, de temps en temps, parce qu'ils essaient d'attirer l'attention. Voilà, c'est leur caractère. Mais voilà, tu vois, là, on n'entend pas un aboiement. Alors moi, j'ai travaillé sur ces sujets-là aussi pour d'autres communes. Et c'est vrai qu'on a toujours cherché un endroit loin des habitations. Alors c'est aussi dans les textes, il y a des distances à respecter, etc. Mais au final, ça pourrait être n'importe où, parce que en fait, c'est calme. Quand on traite bien un animal, il n'a pas de raison d'aboyer à tout bout de champ, en fait. Et ça aussi, ça nous donne une leçon sur la manière dont on gère nos chiens dans nos quartiers. On est tous embêtés dans tous nos quartiers, et quelles que soient les îles, par les aboiements intempestifs de nos chiens. Et ça veut tout simplement dire qu'on ne les traite pas bien. Parce qu'on voit le résultat, c'est des chiens qu'on ne connaît pas a priori, ils viennent de la rue. Quand on les traite bien, avec un peu de temps, ça y est, ça règle le problème. Alors moi j'ai un parcours particulier, je fonctionne par projet, et sur des projets que je trouve intéressants, sexy. Là, je voyais que ce sujet-là n'était pas bien traité, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix-là, de rester travailler au SIGFA. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire, en fait, on ne prend pas le problème par le bon bout. Il y a des bons bouts et pourtant, et derrière, ça ne va pas résoudre le problème qu'on a, nous, avec nos animaux domestiques dans nos quartiers. Et donc, on va injecter beaucoup d'argent public, et pour rien. Parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre pour qu'on puisse solutionner tous les soucis qu'on a avec nos animaux domestiques. Et on le voit sur Aloué, avec une politique différente, en fait, aujourd'hui, ils ont stabilisé, en fait, ce qui se passe sur leur territoire. Ça se passe plutôt bien. Leur fourrière n'est pas pleine. Ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de capturer à tout bout de champ. Et quelque part, même s'ils n'ont pas résolu tous leurs problèmes, mais ils ont réussi, en fait. Ils ont atteint l'objectif que j'ai fixé à l'équipe, c'est de ne plus accueillir de chiens. C'est ça notre objectif ultime. À partir du moment où on se dit qu'il n'y a plus de chiens ici, ça veut dire qu'on les a bien traités. Ils sont plus dans la rue, ils ne posent plus de problème. Donc c'est ça un peu l'objectif qu'on a. Et à Aloué, je pense qu'ils ont pas mal réussi. Ils ont encore beaucoup de choses à faire, mais en tout cas ça fonctionne. Donc si on prend bien la peine de prendre le problème par les bons bouts, on y arrive. Pour l'instant, je continue à travailler pour le SIGFA pour continuer à œuvrer sur ces sujets-là. Alors ça tombe bien parce qu'avec tout le travail que tout le monde a fait, les associations, les gens intéressés par le sujet dans les administrations, que ce soit au niveau de l'État, du pays, des communes, la vice-présidente actuelle a créé un comité de réflexion qui pour l'instant n'a pas de valeur officielle, un comité de réflexion sur le bien-être animal, où on a été invité à participer à tous ces travaux. Là, on est en train de travailler sur un projet de texte pour officialiser l'existence de ce comité. Et donc, pour moi, c'est une étape ultra importante. Ça a été commencé par l'ancien gouvernement. C'est Virginie Bruand, l'ancienne ministre du Travail, qui avait créé ce portefeuille de la condition animale. Et je trouve ça chouette qu'elle ait eu l'intelligence de le faire à ce moment-là. Parce que maintenant, ça se poursuit. Le travail qu'elle a initié se poursuit. Et bien heureusement, la vice-présidente en charge de l'environnement, en fait, a continué et est en train d'impulser une nouvelle énergie dans la réflexion qu'on doit avoir sur nos animaux domestiques. Donc ça, c'est une étape importante. Là, je ne peux pas m'en aller. Je suis engagé à fond pour qu'on imagine justement toutes ces solutions qu'il faudrait pour solutionner le problème, mais à l'échelle de la Polynésie. Et donc là, on va donner du temps et de l'énergie pour y arriver. Et dans ce comité, alors, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui viennent du monde du droit. On a des magistrats. Et l'idée, c'est aussi de mettre en place une réglementation qui va bien, qui est efficace, qui est intelligente. Alors, tu connais bien la réglementation locale, puisqu'en fait, on a un millefeuille entre les déréglementations venant de la métropole, ce qu'on crée ici à l'échelle du pays et puis ce qu'on produit au niveau des communes. Donc des fois c'est compliqué et souvent aussi de ce qu'on copie-colle de la métropole, en fait c'est pas adapté. C'est le cas pour nos chiens, en fait. On n'a pas des vétérinaires dans chaque moutou. Donc c'est compliqué de faire appliquer vraiment la réglementation. Donc il y a des choses qui ne sont pas adaptées et il y a des choses qui n'existent pas, donc il y a des trous dans la raquette.
Donc là, en fait, ça va être génial de pouvoir travailler dans ce comité de réflexion et de pouvoir faire aboutir des textes sensés, adaptables à notre Polynésie et qui soient aussi pragmatiques. Alors pourquoi je parle de l'aspect pragmatique? Je le vois pour nos collègues Mouteuil, ils n'ont pas forcément aussi tous les outils. Alors, je parle par exemple du carnet de timbres amendes. Il leur manque des choses pour que le côté répressif, parce qu'il en faut, hein, puisse être efficace. À l'heure actuelle, ils passent par un OPJ, ils font des rapports, ça part au procureur, et puis le procureur, il a... Voilà. Donc le dossier des chiens, il n'est pas forcément traité comme il le devrait. Nous, à l'heure actuelle, on est en train de traiter des dossiers. Alors je crois qu'on doit être la seule fourrière à avoir déposé plainte pour maltraitance animale, parce que c'était un chien qui nous concerne nous. Donc on veut aller au bout de ce dossier-là, parce qu'on veut en faire un exemple. Là, pour le coup, il y a de la réglementation. Maintenant, il faut l'utiliser, il faut aller au bout. Et c'est ça qui n'est pas fait en fait. Là, hier, on échangeait avec une association sur justement un dépôt de plainte qu'elles avaient fait pour un cas. Ça fait 5 ans. C'est pas assez efficace, 5 ans. Je critique pas la justice, c'est juste que voilà, il faut trouver d'autres dispositifs peut-être. Hein. Donc je sais pas ce que ça va être encore. Hein. Il faut qu'on imagine ça avec tous ces gens qui ont cette compétence pour qu'on puisse rendre la gestion des problèmes qu'on peut avoir avec les animaux efficace. Hein. Produire de la réglementation pour ne pas l'utiliser, pour que ça soit pas efficace, ça sert à rien. Ça va être une étape importante. De pouvoir définir une stratégie à l'échelle du pays, de pouvoir réadapter nos réglementations et remplir les trous là, il y a des manques. Hein. Donc ça, pour moi, c'est un travail vraiment colossal et très important, parce que ça va pouvoir permettre aussi à tous les acteurs publics enfin de se positionner. C'est pas évident quand c'est mal fichu de pouvoir définir une stratégie. Moi, je me mets à la place d'un Tavana, je sais pas, au Tuamotu. Et comment je fais, moi, au Tuamotu? J'ai pas de vétérinaire, j'ai pas le moyen d'avoir une fourrière, enfin voilà, comment je fais? Donc là, l'idée, c'est de pouvoir donner des outils à tous ces gens. Hein. Et donc, alors de notre côté, au niveau du SICFA, comme je te disais tout à l'heure, en fait, nous, c'est de monter en compétence. C'est qu'on soit des experts des animaux qu'on va accueillir ici. Donc, on va monter tout le monde en compétence dans tous les domaines. Hein. Ça, c'est pas que le domaine des chiens. Hein. On pratique plein de métiers ici. Hein. Nos agents, notamment les techniciens, ils font des travaux, ils font de la maintenance et ils s'occupent des chiens. Ils font plein de métiers différents. Ils sont très polyvalents, ils sont très volontaires en plus, c'est ça qui est chouette avec eux. Et donc en fonction aussi de leurs envies personnelles, hein, nous on a des objectifs de la structure, on essaye de caler des objectifs à l'année pour que chacun puisse y trouver son compte hein, dans ce projet commun. Hein. Et donc là, par exemple, on a un incinérateur. Hein. Alors ça aussi, ça fait partie de la présentation du SICFA. On a un incinérateur pour incinérer les cadavres d'animaux. On a déjà formé un agent sur l'utilisation de cet incinérateur. Les autres n'étaient pas franchement intéressés, plus que ça, sauf que cette année, ils le sont. Voilà, donc du coup, on les monte en compétences. Moi, j'aimerais aussi plus tard avoir une expertise un peu plus fine aussi hein, sur l'incinération, parce que derrière aussi, il y a des considérations techniques et économiques. Le coût du gaz a explosé, voilà. Donc il faut trouver des manières aussi d'optimiser hein, l'utilisation de cet équipement. Donc sur la partie chien, donc monter en compétences pour aller jusqu'à avoir des diplômes en matière d'éducation canine, mais on pense aussi à d'autres diplômes par exemple. On a regardé, il y a des choses hyper intéressantes en matière de pédagogie avec les animaux. Alors ça aussi, je crois qu'on doit être la seule fourrière à vouloir aller dans les écoles. On va aller dans les écoles cette année, mais il y a des méthodes déjà existantes, on ne va pas réinventer la roue. Et donc on a vu qu'il y avait des structures en fait en France qui apportaient cette compétence en matière de pédagogie vis-à-vis des gamins et des animaux dans les écoles. Donc on va les contacter et on va s'en inspirer. Hein. Corollairement à ça, on s'est dit que ce serait bien que le SICFA se dote d'une mascotte. Donc c'est un chien qu'on va adopter. Donc c'est encore un sujet qu'on discute avec les élus, ils ne sont pas contre, hein, au contraire. Et voilà, nous on est en train de réfléchir à comment on va gérer ce chien, y compris quand on ferme tous les soirs hein, les portes de la fourrière. Mais l'idée aussi c'est de le dresser pour qu'il puisse aller voir du public. Et là aussi il y a des méthodes de dressage. Donc ça c'est en échangeant en fait avec le club canin de Pilet qu'on a appris ça. On s'est dit tiens ça peut être intéressant pour nous. Donc il y a plein de projets hein, pour monter en compétence techniquement nos agents par rapport au métier qu'on pratique. Et on va aussi monter en compétence par rapport à des sujets qui ne sont pas des prérogatives habituelles des fourrières,
mais rien ne nous empêche de le faire. Parce que pour moi, ça concourt en fait à assumer nos missions. Voilà. Par de l'information, par de l'éducation, de la sensibilisation. Donc ça fait partie du package en fait. Hein. Donc on va y aller. Donc là, sur les prochaines années, on va vraiment améliorer la manière dont on communique, qu'on sensibilise tous ces sujets-là en fait relatifs aux animaux domestiques auprès de tous les publics. Voilà. Et c'est un énorme travail parce qu'en fait, ne serait-ce que pour les enfants, en fait, en fonction du niveau, on n'a pas la même approche. On ne peut pas venir avec un PowerPoint devant des maternelles, par exemple. Hein. Voilà, donc on a pour idée de faire un dessin animé, par exemple. Pourquoi pas définir des jeux hein, pour pouvoir animer, attirer l'intérêt des enfants. Voilà. On est là-dessus, sur ces sujets-là. Donc c'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, on va développer des métiers. Après, sur les prochaines années, j'espère qu'on va aboutir justement à ce qui est quelque chose de cohérent, tant en matière de juridique et en matière aussi, on va dire, logistique, d'organisation. Parce qu'on a aussi, on a plein de métiers hein, qui sont liés à tous ces sujets-là. Il y a les métiers vétérinaires, il y a des métiers qui vont être créés. On va avoir besoin dans les communes, très peu de communes ont des fourrières. Donc moi j'encourage aujourd'hui les jeunes à se former parce qu'on va avoir besoin d'eux. Là pour l'instant, nous, ça n'existait pas en fait avant. Donc on se forme nous au fur et à mesure qu'on avance dans notre projet. Mais là, ils peuvent déjà se former parce que si tout ça s'organise bien, les communes vont jouer le jeu, vont créer des fourrières, à l'image, j'espère, de ce qu'on fait ici ou de ce qui se passe à Aloué. Et on va avoir besoin de gens compétents. Et si on les a déjà, c'est génial. On a tout gagné, quoi. On n'a pas obligé de tout refaire, de recommencer. Alors nous, on est prêt aussi à jouer le jeu. C'est-à-dire qu'on s'est déjà mis on en a discuté avec les agents, dans la position où s'il fallait accompagner une collectivité à former, etc., on le ferait vraiment volontiers. Alors si ça nous prend du temps, on a prévu quand même de se faire rémunérer, hein, parce qu'on a besoin de recettes aussi. Mais là, actuellement, on donne beaucoup. On conseille beaucoup. On a un petit peu d'expérience, voilà, on partage vraiment volontiers. Donc on a des associations qui sont venues des îles, on a plusieurs communes qui sont venues nous rendre visite, des îles aussi. Alors, il y a eu Montréal, Yatea, les Tuamotu, enfin voilà, et on partage. Et s'il faut partager nos documents, nous on les donne. C'est gratuit. Hein. Je veux dire, ça a déjà été payé par de l'argent public. Je ne vois pas pourquoi on le ferait payer ça. Donc ça, on diffuse tant qu'on peut hein, les documents, les pratiques, les idées qu'on fait évoluer ici. Et sur les 10 ans, alors ça peut être plus court, parce qu'à Aloué, ça a mis beaucoup moins de temps que 10 ans en fait, hein, pour stabiliser la situation. Mais si tout le monde joue le jeu, alors ça peut prendre un peu plus de temps parce qu'il va falloir vraiment changer les mentalités dans nos quartiers. Hein. Et quand je dis c'est pas forcément, je parle pas de catégorie sociale. La manière dont on traite les chiens dépasse l'aisance qu'on a financière. Mais peut-être dans 6-7 ans, en fait, on va avoir moins d'abois, moins de tempestifs dans les quartiers. En tout cas, si on fait bien notre job, ça sera le cas. On aura moins de chiens maltraités. Les chiens seront un peu plus gras. Alors il y a le volet aussi stérilisation. Hein. Là, comme on ne gère pas la reproduction de nos chiens, donc ils sont très prolifiques. Hein. Il y a 2 à 3 portées pour les chiennes par an. Ça va très vite. Donc il faut aussi contrôler les naissances. À un moment donné, on ne peut pas se permettre de continuer comme ça. Donc on aura aussi moins de chiens dans les quartiers. Donc ça va être moins compliqué à gérer. Et in fine, dans 6-7 ans, on aura beaucoup moins de chiens ici. On va vraiment aller chercher les chiens qui nous posent un vrai souci. Voilà. Ou le chien qui s'est perdu. On en a souvent sur les routes de Punavia ou de Paria, des chiens paumés. Voilà. Et souvent, ce sont les associations ou les gens qui aiment les chiens qui se mettent au milieu de la route. Ils prennent beaucoup de risques pour sauver la vie des chiens. Et après, derrière, si le prestataire peut, mais souvent, c'est les gens qui les amènent à la police municipale. Voilà. L'idée, c'est qu'il y ait un minimum de chiens dans la rue, qui soient bien à la maison, bien au chaud, bien nourris. Voilà. C'est ça la vision que j'ai. Et 6-7 ans, c'est demain. Mais on peut y arriver, en fait. C'est pas inatteignable. Il y a des communes qui ont réussi à le faire. C'est ça la vision que j'ai, moi. Les chiens ils font partie de notre paysage, il faut s'y intéresser. Même le chien là, qui traîne, on en a partout. En fait, pour peu qu'on s'y intéresse un peu, ça vaut le coup.
Sans parler de métiers qu'on va créer derrière, hein. C'est l'interaction qu'on a avec les animaux, c'est génial, hein. Enfin, tous ceux qui vivent cette expérience, c'est vraiment quelque chose de très gratifiant. Il y a un échange, hein, qu'on a avec nos animaux. Donc intéressez-vous aux animaux et quand vous allez vous y intéresser, vous allez voir en fait qu'ils en valent la peine. Alors, on parlait d'éducation tout à l'heure. Nous, ce qu'on a remarqué, ça c'est aussi par un prestataire qui est venu nous former, hein, c'est Fabio de Treaty Dog School. Les réflexes, la gestuelle, les mimiques des chiens, en fait, j'ai beaucoup appris grâce à cet éducateur canin. En fait, je me suis dit, si on connaissait ne serait-ce que les signes, si les gamins connaissaient ces signes-là, ils seraient moins embêtés par les chiens. Parce que la configuration fait que dans nos quartiers, les chiens, ils sont en stress quand ils sont dans les chemins, en fait, hein. C'est juste la configuration. Un chien a besoin d'être rassuré, de pouvoir s'échapper si au besoin, hein. Un chien est très stressé en fait de nature. Et donc quand un enfant rencontre un chien, en fait, il ne va pas forcément détecter ces signes. Donc de l'échange qu'on a eu avec Fabio, en fait, je me suis dit, mais ça, nos enfants, ils doivent le savoir. Donc la connaissance, en fait, justement, du chien va permettre de mieux gérer déjà le stress du chien et son propre stress, et finalement d'être rassuré, de ne pas être mordu, de ne pas se faire courir après, enfin voilà. Donc il faut s'intéresser à nos chiens, ça va permettre de mieux en fait, le connaître et de mieux interagir avec le chien. Et du coup, de ne plus avoir de problème. Voilà. C'est ça la leçon en fait.